Parmi les algorithmes de machine learning, il y a évidemment cet algorithme très connu qu'on appelle le réseau de neurones. Dans cette vidéo, on va parler du principe algorithmique d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones est très souvent représenté par un schéma de ce type, avec des ronds qui représentent des neurones, et des liens qui relient ces ronds sont appelés des poids synaptiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en réalité, comment fonctionne un réseau de neurones? Pour ça, on va partir d'un algorithme que vous connaissez déjà, la régression logistique. Prenons ce cas très simple de classification binaire avec deux classes représentées par des points rouges en bas et des points bleus. La régression logistique permet donc de construire cette courbe en S pour séparer les deux classes de points. Et en prenant ici le point avec y égale à 0,5, on arrive à trouver l'hyperplan séparateur, qui est ici juste un point, pour scinder l'axe x en deux. Donc d'un côté, on va prédire avec la valeur de 0, de l'autre avec une valeur de 1. Donc ici, vous voyez que la régression logistique fonctionne plutôt bien. Maintenant, prenons un autre cas. Dans ce cas-là, les données ne sont plus linéairement séparables. On a toujours deux classes, les points bleus 1, donc classe 1 d'un côté, et les points rouges 0 de l'autre. Ici, on ne va pas pouvoir trouver un seul point pour séparer l'axe, pour avoir d'un côté les points bleus et de l'autre les points rouges. Si on essaie quand même d'appliquer la régression logistique avec son principe de fonctionnement, on va pouvoir trouver une courbe de cette façon. Voilà, c'est un bout de la courbe en S, toujours avec toujours le même modèle. Et puis la valeur de y égale à 0,5 est ici. Donc vous voyez que la régression logistique dans ce cas-là n'est pas très performant, voire pas très pertinent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà vu les algorithmes comme arbre de classification ou KNN qui peuvent très bien fonctionner dans ce cas. Mais si on essaye de garder la régression logistique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Intuitivement, l'idée est de trouver en fait deux points. Donc là, vous voyez assez visuellement qu'il y a deux séparateurs à trouver, donc un point par ici et un point par là. Et si on essaye de faire une régression logistique, ou plutôt ici deux, on pourrait, imaginons un instant, donc on pourrait trouver une courbe en S ici pour donc représenter cette coupure là, et une autre régression logistique pour cette coupure là. Et donc on pourra appeler donc ces fonctions H1 et H2 avec les coefficients A et B correspondants. Donc pour évidemment chacune des régressions logistiques. Si on fait ça, donc on arrive du coup à représenter les deux coupures. Maintenant, on obtient deux valeurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec les deux valeurs? Puisqu'à la fin, on veut une seule valeur pour faire la prédiction. Eh bien, avec ces deux valeurs-là, on pourrait refaire une régression logistique. Dans ce cas-là, du coup, avec les deux entrées intermédiaires. Ici, du coup, vous voyez H1 qui est associé à un coefficient qu'on va appeler D1. Et puis H2 est ici associé à un coefficient D2. On obtient ainsi une fonction composée assez complexe, où on a d'ailleurs 7 coefficients à déterminer. Donc cette fonction-là, avec la démarche qu'on vient de faire, pourrait peut-être convenir, eh bien, si on cherche bien. Évidemment, par la suite, on va voir comment on trouve. Si on cherche bien, et effectivement, on va trouver en fait une courbe qui est ici la courbe noire, qui représente en fait cette fonction complexe. Et cette courbe en U, vous voyez qu'elle est assez pertinente pour séparer, pour faire la classification. C'est-à-dire qu'en prenant y égale à 0,5, on trouve dans ces deux points pour séparer l'axe X en trois segments. Dans le segment du milieu, on va prédire 1, donc c'est pertinent, donc on va trouver les points bleus ici, et puis de part et d'autre, on va prédire 0. Et oui.
Donc cette fonction fonctionne bien. Maintenant, comme cette fonction est assez complexe, on pourrait essayer de représenter autrement. Donc si on revient voilà, vers cette écriture avec H1 et H2, on pourrait essayer de mettre de façon horizontale. Pourquoi horizontale? On pourrait du coup rajouter x, comme ça on voit comment x est transformé, on fait tout au long avec ces fonctions intermédiaires. Pour mieux représenter encore, on pourrait introduire le billet, parce que ici, vous voyez, à chaque fois, en fait, il y a un billet dans la régression logistique. Donc comme ça, on sort le billet, et du coup, on voit bien que pour chaque fonction ici, on a des paramètres qui sont associés. On a des paramètres A1 et B1. Et puis de même, on va faire pour cette fonction-là aussi. Et puis évidemment, pour la dernière fonction, il y a les 3 paramètres là. Donc on retrouve les 4 paramètres avec les traits. Maintenant, on peut même faire encore mieux, parce que dans la fonction de régression logistique, on sait qu'on fait d'abord une somme pondérée, et puis on applique la fonction sigmoïde. Donc on pourrait faire en 2 temps, comme ça, pour la fonction aussi de sortie. Donc là, vous voyez qu'on arrive à beaucoup mieux représenter la fonction complexe. Et si on essayait de faire des ronds, eh bien, on trouve un réseau de neurones. Un réseau de neurones, du coup, avec des poids synaptiques, qu'on verra après. Mais n'oublions pas que au début, c'est juste une fonction complexe. Alors certains disent que les mathématiciens deviennent un peu des biologistes en créant un algorithme qui imiterait le fonctionnement des neurones humains, d'après la démarche qu'on vient de voir. Je dirais plutôt que les mathématiciens sont des artistes qui arrivent à représenter, n'oublions pas au début, cette fonction complexe avec un aussi joli schéma. Alors ici en plus, je rajoutais des couleurs qui pourraient représenter donc, des coefficients négatifs par exemple pour la couleur rouge, et la couleur bleue représente les coefficients positifs. Et le trait, l'épaisseur de trait pourrait représenter l'ordre de grandeur des coefficients. Voilà donc ce joli réseau de neurones. Donc aussi, on va introduire le vocabulaire. Donc les différentes couches, on va appeler des couches d'entrée, couches cachées et couches de sortie. Et ici, pour chaque neurone, maintenant vous savez que c'est d'abord des sommes pondérées plus une fonction d'activation. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une fonction sigmoïde. Alors du coup, on pourrait aussi changer cette fonction d'activation en prenant d'autres. Parfois, ça fonctionne mieux. Et puis les traits, donc c'est des poids synaptiques. En réalité, ce sont rien d'autre que des coefficients convoyés associés à chaque fonction. Voilà donc le réseau de neurones qui est le résultat d'une fonction finalement complexe. C'est une représentation d'une fonction assez complexe composée. Maintenant, si vous avez bien compris le principe algorithmique d'un réseau de neurones, on pourrait essayer de faire cet exercice suivant. Ici, on va avoir 2 variables explicatives, x1 et x2. Et on a y, la valeur de sortie. On a toujours 2 classes, 0 et 1. Alors visuellement, si vous regardez les données sur ce plan, si vous devez maintenant construire un réseau de neurones, combien de neurones vous mettrez dans la couche de sortie pour que ce soit une structure pertinente pour prédire les 2 cas. Ce sera peut-être différent. D'un côté, ce dataset, quel serait donc le nombre de neurones, et puis pour celui-là, quel serait le nombre de neurones dans la couche cachée. À vous de jouer, et par la suite, on verra bien sûr un exercice pour faire ces calculs qu'on vient de voir.